Très bien, nous allons pouvoir commencer ce webinaire dans de bonnes conditions. Alors, donc, pourquoi la ventilation aujourd'hui? Nous avions, dans tous les programmes que nous avons accompagnés de rénovation de copropriété, on s'est toujours rendu compte que la ventilation était un point essentiel, souvent méconnu, plus compliqué, notamment à comprendre par les copropriétaires. Pourquoi? Parce que, on essaie d'amener au mieux, une isolation parfaite d'une enveloppe et quelque part après ils nous disent: «Mais pourquoi est-ce que vous percez de partout?» Donc l'année dernière, la dernière session du MOOC, on avait parlé confort d'été et j'avais trouvé intéressant de repartir vraiment sur la base de la ventilation puisque ça touche la problématique du confort d'été, ça touche la problématique de l'isolation et c'est vraiment un point qui est, comme je le disais, délicat à travailler. Donc, pour en parler au mieux, on a fait appel à un spécialiste. Donc, je vous présente Ludovic Talus, qui est donc directeur du développement du groupe Plénitude, qui va mieux se présenter ensuite. Il va nous présenter du coup comment fonctionne la ventilation, que ce soit en ventilation naturelle ou en ventilation contrôlée, les différents types de conduits et surtout, on va avoir des exemples, des cas concrets de rénovation. Donc l'idée étant, comme à chaque fois lors de nos webinaires, que Ludovic nous fasse une présentation complète. Je vous laisse vous exprimer dans le cadre du chat et on reprendra toutes vos questions en fin de présentation et vous pourrez bien sûr compléter par d'autres questions. Si c'est tout bon pour tout le monde, Ludovic, je te laisse la parole et la main sur cette présentation. Merci. Allez, super. Merci Karine. Donc, bonjour à tous. Effectivement, Ludovic Talus, donc directeur développement du groupe Plénitude. Un petit mot quand même pour présenter les différentes structures de ce groupe d'ingénierie. Donc, première société du groupe, c'est la société Plénitude, cabinet de maîtrise d'œuvre, tout corps d'État. Donc, on travaille uniquement dans le secteur de la rénovation et réhabilitation, jamais en promotion. On a été créé il y a 25 ans maintenant, historiquement sur la région lyonnaise. Depuis, on s'est déployé sur la Haute-Savoie, la Savoie, bientôt l'Isère. Donc, on a 4-5 agences maintenant réparties sur le territoire Rhône-Alpes. Donc, comme je vous le disais, une première société qui s'appelle Plénitude, qui est un cabinet de maîtrise d'œuvre tout corps d'État. On a également des coordinateurs SPS pour tous nos chantiers. Il y a maintenant 10 ans, tout pile cette année, la création du bureau d'études fluides, PGIM, thermique et fluide. Donc, moi, ça a été mon ancienne carrière, entre guillemets, puisque j'ai eu la responsabilité de ce bureau fluide dès sa création et jusqu'à l'année dernière. Donc, thermicien de métier. Et puis, notre troisième structure qui est PEXIN, un bureau d'études structure, pour le coup. Donc, voilà, on a un petit peu toute l'ingénierie du bâtiment au sein de nos différentes agences via Plénitude, PGIM et PEXIN. Et on travaille essentiellement dans le secteur de la copropriété, vous l'avez compris, c'est un peu la thématique. Pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure, avant qu'on passe aux questions, j'aimerais redescendre quelques généralités sur la ventilation. Je voulais m'arrêter vraiment sur cette ventilation naturelle, essayer de bien la comprendre, parce que c'est effectivement toutes les copropriétés jusqu'à fin des années 70, on est en ventilation naturelle. Pas forcément simple et pas forcément quelque chose de récurrent à chaque fois. On a plein de systèmes différents, plein de variantes. Et puis, vous proposez à chaque fois des solutions un peu en adéquation avec des cas pratiques, surtout pour bien comprendre ce qui est possible de faire, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on ne peut pas faire finalement. Sur la première généralité, je voulais m'attarder sur le CO2. Alors, le CO2, on en a parlé beaucoup ces derniers temps. C'est le CO2 dans les bâtiments, bien sûr. Mais j'avais une petite image que j'ai trouvé toujours un petit peu sympa, c'est que on a besoin de 3 litres d'eau par jour pour être en bonne santé. On respire jusqu'à 12 000 litres d'air par jour. Il serait juste inconcevable qu'on puisse boire, si ce n'est que 306 litres d'eau croupie, ou en tout cas de mauvaise qualité.
Par contre, ça ne pose aucun problème de respirer peut-être 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 litres d'air vicié par jour parce qu'on a un taux de renouvellement d'air insuffisant ou complètement inexistant. Donc ça, c'est important parce que inodore, incolore, on a des qualités d'air qui sont défaillantes et pourtant, on ne s'en aperçoit pas forcément tout de suite. Le lien avec le CO2, c'est une étude qui a été menée par les étudiants d'Harvard. J'ai trouvé très sympa puisqu'elle nous met en relation deux choses, la performance humaine, notre cerveau, avec le taux de CO2 et les concentrations de CO2 en ppm, partie par million. Donc, on a en partie basse un petit peu toutes les activités, qu'elles soient stratégiques, de l'orientation, des activités basiques, etc. Donc, plusieurs focus d'activités ont été comparés. À gauche, vous avez la partie performance cérébrale. Et puis, les points, notamment les premiers points blancs, c'est la concentration de CO2 de 600 ppm. On s'aperçoit qu'on est là globalement vers une activité cérébrale qui est complètement en cohérence entre 70 et 90%. On augmente le taux de CO2, 1000 ppm. On voit qu'on a déjà une petite chute de la performance cérébrale et la prise de décision humaine. Et puis, on passe après un troisième seuil qui est à 2500 ppm. Et là, c'est les points noirs. Et là, on s'aperçoit que globalement, nous, en tant qu'être humain, on a une performance qui s'affaiblit vraiment, voire même des dysfonctionnements sur certaines postures ou positions à prendre. Je vous fais voir cette petite étude parce que alors, on l'a vécu avec la Covid où on a commencé à mettre des sondes CO2 à droite, à gauche pour essayer de mesurer un petit peu les concentrations de polluants, de choses dans certains locaux. Mais c'est un vrai sujet. Et on a tous vécu la réunion au bureau où tout le monde s'endort au pic du nez. C'est typiquement ce type de CO2 qui vient nous pénaliser, nous faire endormir, nous faire prendre des mauvaises décisions ou pas prendre des bonnes initiatives. Voilà, c'est cette concentration de CO2 qui nous fait perdre un petit peu les pédales. Si on allait jusqu'à le mesurer dans nos salles de classe de nos enfants, et pour le coup, j'ai une petite anecdote, mais j'ai un copain qui a sa femme qui est enseignante et qui a mis ça dans une salle de classe dans un petit village d'enfants, plutôt primaire, du coup. À la fin de la journée, dans certaines classes, il y avait plus de 5000 ppm. Donc, on peut imaginer qu'on a un taux de concentration ou un taux d'absorption de données par nos enfants qui peut être relativement faible, voire complètement inexistant sur des fins de journée dans des taux de concentration assez incroyables. Qu'est-ce que nous dit les normes, notamment européennes? Excellente qualité, moins de 400 ppm, c'est plutôt en phase avec cette première étude. Qualité moyenne 400-600, modérée, et puis une faible qualité, mais acceptable au-dessus de 1000 ppm. En France, nous, par contre, on nous dit qu'entre 1000 et 1500 ppm, ça reste convenable, tant dans le scolaire, résidentiel ou bureau. Alors, c'est vrai qu'on ne le mesure pas, ou très peu. Il y a peu de personnes qui mesurent les taux de CO2 à l'intérieur. On le voit de plus en plus dans les bureaux, à l'école aussi. Mais clairement, c'est plutôt rigolo d'essayer de mener ces petites mesures lors d'une réunion au bureau pour voir un petit peu les taux de CO2 qui peuvent être dans une salle comme celle-là. Donc voilà un petit peu la première généralité que je voulais vous donner. C'est un élément important qu'on ne mesure pas assez à mon sens et sur lesquels il faut accentuer, il faut aller plus loin parce que c'est un vrai sujet. Deuxième chose et deuxième généralité, c'est la condensation. Là aussi, je vous passe la définition un peu physique, mais la condensation, c'est bien de passer d'un état gazeux à un état liquide. On a tous fait chauffer un plat de pâtes, la vapeur d'eau arrive sur le carrelage froid, condensation, vapeur d'eau, enfin création d'eau. Voilà ce qu'on peut retrouver dans une salle de bain, par exemple, quand on prend une douche. Et on retrouve finalement après pas mal de pathologies dans ces pièces-là, c'est-à-dire de la moisissure. On a un air qui absorbe la vapeur, qui se sature. Et dès qu'on a la transformation d'un air saturé à de l'eau,
on a ce qu'on appelle le point de rosée, c'est le point de basculement entre les deux états. Et on se retrouve dans des logements avec de la moisissure dans les angles, avec des vitrages avec de la condensation ou des plafonds qui sont complètement remplis de champignons. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ici on a des ponts thermiques dans les angles, c'est normal. Donc arrêtons d'avoir ce discours-là de dire que la moisissure dans les angles ou un plafond détérioré, comme on peut le voir sur la photo de gauche, c'est lié au pont thermique. Non, c'est lié à un mauvais renouvellement d'air. Je pense que sur les 10 ou 15 années d'audit que j'ai pu mener, une fois, j'ai eu le cas de condensation et de moisissure liées à un pont thermique uniquement. Mais à chaque fois, c'est lié à un mauvais taux de renouvellement d'air. Alors, bien sûr que le pont thermique fait en sorte que ça s'accentue, puisqu'on a un point froid dans un angle, etc. Mais ça ne peut pas être uniquement le problème. Ça veut dire que, en quelque sorte, isoler un bâtiment par l'extérieur, réduire ses ponts thermiques, etc., ce n'est pas suffisant à supprimer ce type de problématique-là, qui est typiquement un mauvais renouvellement d'air du local, uniquement. Quand on traite le renouvellement d'air, on a 99% de chances de traiter ce type de problématique. Petit rappel du principe de fonctionnement, hein, bon, très, très basique. Aujourd'hui, dans un appartement, par exemple, c'est le cas, nous avons des pièces sèches où on fait rentrer l'air et on a des pièces humides où on extrait. Cuisine, WC, salle de bain. Et ça, c'est le principe même de la ventilation. Ça ne peut pas fonctionner autrement que comme ça. On fait rentrer l'air dans les pièces sèches et on extrait dans les pièces humides. Donc, comme ça, on a un vrai balayage de l'air neuf vers les pièces polluées qui sont les pièces humides. On pourrait avoir une autre pièce qui est par exemple une buanderie où on peut avoir un point d'eau. Donc on peut aussi avoir un quatrième point d'extraction, ça c'est envisageable. Mais globalement, ça fonctionne toujours comme ça. Quand on a compris ce schéma-là, on a absolument tout compris. Mais c'est vrai sur une ventilation mécanique, mais c'est également vrai sur une ventilation naturelle, où là on va plutôt trouver des grilles en partie haute pour ventiler les pièces humides. On n'aura pas une extraction mécanique, mais globalement, le schéma est toujours le même. Je rajoute également le détalonnage des portes. Là, dès lors qu'on est en rénovation et qu'on veut un vrai balayage des volumes, soyons vigilants au détalonnage de portes. Parce qu'on a des fois des rénovations de sol, on a mis un parquet sur un carrelage existant, on a rénové voilà, notre appartement. Par contre, on n'a pas détalonné les portes. On a du coup beaucoup moins de passage d'air à ces niveaux-là. Nous, à chaque fois qu'on rénove une copropriété et qu'on installe une ventilation mécanique, on prévoit un étalonnage des portes si c'est nécessaire. Le bon usage, 40% d'humidité relative, c'est plutôt bien. Et puis un taux de renouvellement d'air, et là qui est plutôt en volumeur, entre 0,4 et 0,6 volumeur. Alors là, je n'ai pas les cas pratiques liés à ça, parce que j'ai dû réduire un peu la présentation, mais c'est bien d'avoir les débits à chaque bouche, mais il faut toujours essayer de se trouver dans cette gamme de renouvellement d'air qui est de 0,4 à 0,6 volumeur. Ça veut dire que 40 à 60% du volume de l'appartement va être renouvelé toutes les heures. Ça peut paraître énorme peut-être à vos yeux, mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé pour avoir un taux de renouvellement d'air correct et une qualité d'air intérieure. Petit rappel, l'arrêté du 24 mars 82, c'est toujours lui qui fait foi. Le principe de ventilation générale et permanente, il faut toujours se rattacher à cet arrêté qui est encore d'actualité aujourd'hui avec des débits minimum, maximum par pièce, etc. Il n'est pas très long et il est plutôt bien fait. Vous avez absolument tous les débits réglementaires dans cet arrêté. La ventilation naturelle. Comment ça fonctionne? Deux grands principes. Le premier, c'est le tirage thermique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une copropriété, le renouvellement d'air par tirage thermique, donc par ces conduits qui peuvent être classiques, shunt, etc., on va le voir après, mais par ces conduits maçonnés, en fait, plus la température, plus le delta de température est important entre l'intérieur du logement
et l'extérieur, plus on va avoir cette notion de tirage naturel. Donc, vous l'avez compris, le tirage thermique se fait très bien en hiver. Donc, on va avoir un renouvellement d'air plus important en hiver puisque la température entre le logement et l'extérieur va être plus grande. On comprend aussi rapidement que on va avoir un renouvellement d'air qui va être beaucoup moins bon en été. On a également le vent, bien sûr, hein, entre un bâtiment type bar ou un bâtiment type tour. On peut vite imaginer que l'appartement qui se situe en haut de la tour va être soumis à des fortes pressions ou dépressions liées aux différents vents et des taux de renouvellement d'air différents suivant si les bouches sont en façade ou pas. Enfin, voilà, donc il y a plusieurs choses qui peuvent faire varier un renouvellement d'air. Il est mesurable à un instant T, il est différent 10 minutes après. Donc, il n'est pas facile à maîtriser, on va dire. Quelques exemples de photos de grilles de ventilation, tant en partie basse qu'en partie haute. On peut avoir des types carrés, rectangulaires, etc. Des fois, elles ont disparu, des fois, elles sont recouvertes d'un carrelage, des fois, il faut les chercher, il faut les retrouver. Voilà, c'est toujours un petit peu une mission d'aller chercher ces grilles de ventilation d'air en copropriété, mais c'est ce qui est le plus important et c'est ces bouches-là, surtout en partie haute, qui nous permettent d'aller extraire après l'air vicié. Attention, on retrouve souvent des meubles de cuisine qui passent devant. Bon, là, il y a eu un petit découpage pour histoire de passer la grille, mais globalement, pas forcément très bon d'avoir une grille qui est recouverte de moitié. Et puis là, c'est strictement interdit en copropriété de venir pousser de l'air vicié dans des gaines maçonnées. Donc là, le copropriétaire avait même amené l'électricité par une goulotte et intégré un petit extracteur mécanique et il poussait ça dans une gaine maçonnée. Donc là, c'est strictement interdit puisque là, vous pouvez être sûr que tout l'air vicié va aller chez le propriétaire d'en face ou d'au-dessus. Donc ça, c'est strictement interdit. Et on voit là une bouche, mais on aurait bien pu mettre en photo une hotte qui est encore bien pire puisque là, on pousse des graisses, etc. Donc complètement interdit. C'est pour ça qu'on sent des fois des odeurs aussi dans ces bâtiments-là en ventilation naturelle, parce que certains vont faire la cuisine et vont pousser dans le conduit maçonné. Et puis surtout, la propagation du feu est vraiment pas bonne parce qu'avec des graisses comme ça dans les conduits, c'est vraiment pas l'idéal. 3 types de conduits. On a le conduit unique, ça veut dire la gaine maçonnée, toute hauteur, avec des piquages qui se font dans chaque logement. Donc là, ce n'est pas l'idéal, je dirais que c'est plutôt les gaines qu'on retrouve sur les bâtiments plus anciens. On a un gros risque de passage d'air entre logements, donc ce n'est pas le top. Après, on retrouve entre les années 60-70 beaucoup de conduits shunt. Donc là, c'est un petit peu mieux réfléchi. On a toujours ce conduit principal, mais on a qui peut être comme une sorte d'autoroute, et puis on a ces voies d'insertion qui se font à chaque fois. Et là, du coup, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus bon sur le transit, mais surtout, on ait moins de refoulement, je dirais, chez les personnes d'au-dessus ou d'en dessous. On voit bien les photos du dessus, c'est donc ces gaines avec ces petites coiffes sur le dessus, et quand on enlève la coiffe, on retrouve bien l'autoroute principale, et puis là, la gaine du dernier étage, du logement du dernier étage. Dernier exemple, c'est les conduits individuels. Chacun a son conduit et on retrouve sur le toit une grande cheminée avec un conduit par copropriétaire. Et là, auquel cas, on a pour le coup bien moins de problèmes pour l'extraction. Mais c'est assez rare hein, qu'on retrouve ce type de typologie. On a souvent du conduit shunt ou alors de la gaine unique. Voilà un petit peu pour faire un petit zoom sur la gaine shunt. Donc, comme je vous le disais, entre les années 50 jusqu'aux années 70, on trouve beaucoup ces gaines-là. On peut trouver aussi en partie basse, donc dans les sous-sols des copropriétés, des trappes en partie basse, qui permettent éventuellement de les nettoyer, même si, bon, en général, il n'y a pas besoin de ramonage ou de choses comme ça, à part si des gens encore ont poussé de l'air vicié. Mais si on est en tirage naturel, on est sur des gaines qui sont relativement propres en général. Si elles sont de toute hauteur, il faut aussi être vigilant qu'elles ne soient pas cassées. J'ai eu le cas de plusieurs copropriétés où la gaine était plutôt gênante pour certains. Il fallait intégrer la cuisine en fond de mur et du coup, la gaine a été cassée.
Et puis, la personne était au 3e étage, dont le 2, le 1 et le rez-de-chaussée n'avaient plus de ventilation pour la cuisine. Donc voilà, plutôt embêtant, interdit également. Donc là, on commence à rentrer dans des problématiques aussi particulières. Donc pour ça, il faut visiter l'ensemble des logements pour avoir une bonne appréhension de cette ventilation naturelle, parce que on peut avoir des grilles, mais il peut y avoir plus rien parce qu'on n'a pas une continuité de conduit aussi. Je vous ai voir en photo là, quelques entrées d'air. Vous voyez là, typiquement, on a une pièce qui a une ventilation basse sur l'extérieur, et puis à côté, qui est peut-être une sorte de petite buanderie ou quoi, on a une ventilation basse et une ventilation haute, c'est-à-dire un renouvellement d'air qui se fait uniquement sur cette pièce-là. Et cette pièce-là, on a peut-être en fond de cuisine un conduit shunt qui vient extraire, et puis on vient amener l'air neuf plutôt sur la partie basse. Alors, on peut avoir différents systèmes au sein de la même copropriété. Donc là encore, ça demande à être très vigilant et à visiter l'ensemble des logements. La première solution, c'est la ventilation hybride ou naturelle hybride. C'est-à-dire que comme son nom l'indique, c'est un système de ventilation qui va fonctionner pas toujours en mécanique, mais qui va pouvoir comprendre si la ventilation naturelle est suffisante. Si elle l'est, auquel cas le moteur ne se met pas en route. Mais si la ventilation naturelle est insuffisante, par delta de pression, le moteur va se mettre en route. Donc, ventilation hybride, on travaille avec des très basses pressions. On installe ce type de matériel. Vous comprendrez mieux comment ça s'installe, mais c'est des types de tourelles comme celle-ci. Alors là, c'est VTI, c'est un fournisseur, il y en a d'autres. On retrouve des box qui permettent de communiquer tant avec l'anémomètre qui est en dessous pour mesurer le vent. On parlait du vent tout à l'heure, donc c'est un élément important. Quand il y a beaucoup de vent, souvent la tourelle va être éteinte parce qu'on a un renouvellement d'air qui se fait aussi lié au vent. Et puis on retrouve des bouches, alors pas forcément très esthétiques. Ça c'est plutôt cuisine, après WC, salle de bain, les entrées d'air, bien sûr, puisque là on ne fait plus rentrer l'air après par les ventilations basses, mais bien par les menuiseries dans les pièces sèches, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis on a aussi ces fameuses soffites, parce que des fois il y a des pièces qui sont complètement isolées d'une gaine maçonnée. Donc il faut aller de cette pièce, par exemple un WC où il n'y a pas de conduit shunt, par exemple, il faut aller chercher le conduit shunt d'à côté. Donc on utilise ces gaines en PVC, en apparent, dans les logements. Là, ça se complique un petit peu. Bien sûr, alors surtout, pas de gaz sur ces tourelles-là hybrides. Elles n'acceptent pas de gaz brûlé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de chaudière individuelle ni de chauffe-bain gaz. Attention, sinon, ça ne fonctionne pas. En pratique, vous voyez, on a ce type de conduit qu'on a sur les toitures. On vient déposer la coiffe en partie haute. On vient soit faire une pose directe, soit une pose indirecte. Là, on voit la pose indirecte, c'est-à-dire qu'on a rajouté ces petits plots béton pour ensuite venir installer les moteurs directement sur ces tourelles-là, pas sur ces gaines-là, pour réaliser l'extraction. Après, là, on voit un petit bout de box avec du câblage qui repart dans les combles et qu'on vient se brancher sur les parties communes. Parce que forcément, il faut l'électricité. Ça devient une charge commune aussi pour la copropriété. Hein. Elle est en ventilation naturelle. Demain, il y a une consommation des extracteurs. Donc, il y a bien ça à prendre en compte aussi. Un petit cas pratique. C'est une résidence qui est sur Bron, celle-ci. On arrive sur un logement où on a une cuisine et une gaine shunt à côté. Donc, on se dit, bah, super, déjà, ça, c'est un bon point. On regarde plus près, on s'aperçoit qu'il y a 3 réseaux de gaz qui passent, il va falloir les dévoyer. Donc, au-delà du ventileux, il va falloir peut-être un petit plombier qui ait de l'habilitation pour dévoyer une conduite de gaz. Donc, voilà, c'est des choses à bien voir parce que là encore, il faut le prévoir dans vos différents cahiers des charges ou en tout cas sur votre analyse pour dévoyer ce type de réseau. La salle de bain, pas de souci. Un conduit shunt également, donc là avec une ventilation haute, plutôt accessible, très bien. Alors là, j'ai des jolis plans, hein, ça n'arrive jamais. On est en copropriété, on n'a pas de plan en général. Donc là, nous, on prend à chaque fois avec nous un archi pour retracer un peu les plans parce que sinon, c'est compliqué. Et puis, on a la dernière pièce humide qui est le WC. Et là, pas de conduit shunt. Par contre, une petite menuiserie pour éventuellement ventiler de façon naturelle.
Alors ça, c'est pas un condition, c'est les vacs, hein. Mais du coup, là, typiquement, on va être sur une pièce qu'il va falloir raccorder au conduit de la cuisine ou autre, éventuellement. Donc, c'est là qu'on va utiliser notre gaine PVC pour aller du conduit shunt, passer au-dessus de la porte et venir euh, faire un raccordement de la pièce WC sur le conduit shunt à côté. Donc là, ce qui nous rend conforme à la réglementation, on ventile de façon permanente l'ensemble des pièces et on est sous avis technique. Le produit permet de… L'avis technique est aussi très important, notamment pour aller chercher des aides. Donc, on se doit d'être sous avis technique et bien sûr conforme à la réglementation. L'inconvénient, c'est qu'on commence à rentrer dans des travaux intérieurs, percement, carottage de la cloison. Alors, ça reste une cloison, mais c'est quand même des travaux intérieurs. L'esthétique de la soffite qui n'est pas merveilleuse, vous le voyez, et puis donc l'intervention de travaux en partie privative. On a d'autres solutions. Chercher un autre conduit shunt. Alors, plutôt que d'aller raccorder directement à celui-ci, on pourrait se dire qu'on va aller chercher celui-ci. Donc là, on commence à faire un peu de linéaire de conduit. Donc, c'est juste pas possible. Enfin, personne n'accepterait, je pense, d'avoir ce type de linéaire tant dans le hall ou la salle de bain pour aller ventiler le WC, mais c'est une autre solution possible. Ou on pourrait se dire qu'on va créer un autre conduit shunt. Et là, c'est de se dire, plutôt que d'aller chercher celui-ci, on pourrait aller très bien aller en extérieur. Pourquoi? Parce qu'on on est dans un projet de rénovation énergétique, du coup, on a une isolation par l'extérieur. On va noyer le conduit en façade et on va créer une nouvelle gaine qu'on va monter sur le toit, intégrer dans l'isolation, invisible, et on pourra ventiler cette pièce-là si toutefois on n'aurait pas pu s'intégrer dans un autre conduit shunt. On l'a fait sur une résidence, on le fait assez régulièrement d'ailleurs, hein, mais là c'est un exemple sur Annecy. Voilà les gaines un petit peu qu'on a dimensionnées. L'idée d'avoir des gaines plutôt plates, puisque pas très larges, puisqu'il faut qu'elles soient noyées dans l'isolant. Donc là, elles font 8-10 cm de large, montées toute hauteur, et puis avec une isolation par l'extérieur de 16 ou 18 cm. On a assez d'isolant pour pas qu'il y ait de condensation non plus. On retrouve un peu cette notion-là dans cette gaine-là qui est une simple tôle. On pourrait la faire pré-isolée aussi, hein, si on n'avait pas cet isolant en façade. Mais là, l'idée, repasser 3, 4, 5 cm d'isolant devant, pas de souci. Une petite contrainte qu'on avait eue là-haut, c'est qu'on voulait au début faire un percement directement ici. On tombait dans l'étanchéité, ça embêtait un petit peu les copropriétaires, parce que l'étanchéité n'était pas bien vieille. Donc, on a créé un coude pour sortir de l'autre côté, qu'on a fait valider par le bureau de contrôle, et en intégrant une tourelle sur le côté, avec une contrainte, c'est qu'ici, on était isolé par l'extérieur, donc un conduit non isolé, un coude isolé de moitié, puis dès qu'on se retrouvait ici, avec un coude pré-isolé, comme je vous le disais, c'est-à-dire qui arrive avec l'isolation dedans, puisqu'on était hors complexe de façade. Donc voilà, c'était un petit exemple pour vous donner un petit peu l'adaptation qu'on a dû mener. Ça, c'était en phase chantier. Alors, ça allait bien parce qu'il y avait un gros arbre juste devant, donc on ne la voyait pas forcément, parce que suivant comment on se positionne et suivant où est la copropriété, on ne peut pas trop se permettre de faire ce genre de choses si c'est trop visible, parce que pas très esthétique pour le coup, mais en tout cas, c'était une adaptation là, sur cette copropriété-là. Autre exemple, les beaux logis, ça c'est à Chambéry. On se dit, bon, bah super, on a la salle de bain, on a le WC et la cuisine, tout autour quasiment d'un conduit shunt. Bon, bah génial, on a deux cheminements possibles, hein. Soit on va chercher la salle de bain ici et on va dans le conduit shunt, ou on va traverser directement au-dessus du WC pour aller chercher également la salle de bain. Deux contraintes, dommage, ici même, on a pour beaucoup de copropriétaires un ballon électrique, donc c'est pour ça qu'on a démarré ici au lieu de rentrer directement là, donc un ballon électrique ici, et en plus ici, donc ce qu'on peut retrouver juste derrière là, on a le tableau électrique. Donc ces deux contraintes-là, plus ici, on se retrouve avec des copropriétaires qui avaient fait des cuisines intégrées, donc des meubles de toute hauteur, et en plus de ça, on s'est retrouvé avec des réseaux de gaz aussi cheminant en partie haute. Donc là, on a dû faire du cas par cas, suivant s'il y avait un ballon, s'il y avait le tableau.
on a dû dévoyer des ballons, on a dû… Enfin, voilà. Là, on se retrouve typiquement dans le cas où il y avait une cinquantaine de logements sur cette copropriété-là. Il faut quasiment visiter l'ensemble des logements pour se rendre compte un peu des contraintes ou prévoir des forfaits budgétaires pour déplacer un ballon ou pour faire en tout cas différemment. Mais vous pouvez avoir 3 et 4 transits différents dans la même copropriété, suivant les aménagements intérieurs des gens. Donc, voilà un petit peu les contraintes qu'on peut retrouver à chaque fois avec ces notions de soffit pour aller raccorder. Voilà. En pratique, c'est assez simple. L'idée du dimensionnement de ces tourelles, il faut bien vérifier l'empilement, les T2, T3, T4, etc. Cumuler les débits, et ça, c'est via l'arrêté aussi que je vous disais tout à l'heure du 24 mars. Et puis après, on vient définir un peu les tourelles qu'on veut, la 225, la 300, la 360, en fonction des mètres cubeurs qu'on a accumulés sur toutes les colonnes. Parce que chaque colonne, on aura une tourelle pour chaque colonne. Même principe, on a une ventilation possible qu'on appelle basse pression. Cette fois, on n'est plus du tout hybride, c'est-à-dire qu'on n'est pas en fonctionnement mixte, soit naturel, soit mécanique. On est en 100% mécanique comme un bloc de VMC traditionnel. Donc là, c'est de la ventilation aussi basse pression, donc on travaille avec des pressions très faibles, 35 pascal. Mais par contre, on est sur un tirage constant et permanent, avec des bouches tout de suite un peu plus esthétiques, mais on retrouve un petit peu les mêmes contraintes et surtout pas de gaz non plus. Ces extracteurs-là n'autorisent pas l'extraction de gaz brûlé. En pratique, là, ça peut être intéressant, c'est qu'on peut être soit utilisé dans les combles, c'est-à-dire qu'on vient faire un piquage directement dans la gaine maçonnée et on vient après travailler comme une VMC traditionnelle. On peut travailler en recouvrement, c'est-à-dire qu'on vient enlever nos coiffes de conduit et on vient poser ces blocs dessus pour avoir après un réseau de ventilation traditionnelle, ou on est directement sur une toiture terrasse et on vient se piquer dans le conduit shunt, comme ça, parce que là en plus, là c'était sur Lyon, on était vers le parc de la Tête d'Or, on n'avait pas la capacité de mettre des choses trop voyantes, donc on est venu se piquer sur des conduits en partie basse pour que ça soit plutôt invisible, je dirais, de la rue. Et on retrouve nos extracteurs, là c'est VTI encore le fournisseur. En pratique, on est encore sur les mêmes types de vérification, à bien vérifier quelle est par colonne les débits nécessaires, et puis on choisit après ces moteurs en fonction des mètres cubeurs qu'on a besoin. Là encore, ce qui est pratique avec ces caissons basse pression quand on n'a pas de gaz, c'est qu'on peut venir cumuler plusieurs conduits sur le même extracteur parce qu'on a un peu plus de débit et ça évite en termes de coût de mettre trop de tourelles, qui sont des fois pas très esthétiques comme vous avez pu le voir. Je vais passer assez vite, mais on a le même principe après pour le gaz. Donc on retrouve un peu les mêmes équipements. Et là, c'est pareil, vous avez une chaudière gaz, un chauffe-bain gaz. On vient occulter les ventilations naturelles. On vient déposer les extractions existantes et on vient rajouter des moteurs avec potentiellement ce type de pièces qui viennent regrouper 2-3 conduits. Là aussi, pour faire quelques économies, une tourelle. Peut-être qu'en dessous, il n'y avait que 2-3 T2 ou T3. On les a regroupés et du coup, ça permet d'avoir une tourelle pour juste 2 ou 3 appartements ou 2 ou 3 colonnes. Bon, voilà, on est après sur le même procédé. Les petits points de vigilance. Là, c'était un exemple aussi sur Chambéry. On a la cuisine qui est ici, on a le WC, la salle de bain et un conduit shunt ici. Donc là aussi, on se dit, bah, tiens, super, je vais pouvoir tout mettre dans le même conduit, ça va être très bien. Sauf que dommage, dans le petit KGB ici, pour certains, on a des chaudières gaz et une chaudière gaz qui est raccordée sur le conduit. Attention, il est strictement interdit au sein du même logement de raccorder du sanitaire et du gaz sur le même conduit. Ça, c'est très, très important, strictement interdit. Donc, ça veut dire que si ici, on a notre chaudière qui pousse dans le conduit, il faut que notre salle de bain et notre WC soient raccordés à un autre conduit. Là, typiquement, il fallait qu'on aille dans le conduit de la chambre, à l'arrière de la porte. On avait un autre conduit shunt.
On avait également celui-ci, mais celui-ci, on s'est aperçu qu'il n'était pas toujours accessible, voire même cassé à certains étages. Donc, pas évident, sachant qu'on avait un passage de gaine en plein milieu de l'entrée, donc pas facile. Du coup, il y a eu aussi une autre solution, c'est de mettre dans dans ce petit espace la chaudière. C'était ces petits espaces qui ont été fermés, en intégrant plutôt qu'une fenêtre en partie haute, une imposte avec l'espace pour faire sortir une ventouse et intégrer la chaudière là en passant sur une chaudière à condensation avec une ventouse et du coup pouvoir réintégrer l'ensemble des extractions sur le même conduit en partie centrale. Pareil, on s'est retrouvé sur une démontée avec tout en haut une personne qui avait installé un poêle à bois ici, donc utilisait le conduit shunt comme cheminée. Donc là encore, compliqué, il ne voulait pas du tout le déposer. Donc là encore, important de visiter l'ensemble des lots, important de visiter l'ensemble des logements pour se rendre compte des problématiques parce que demain, vous installez une tourelle en haut de ce conduit-là et la personne fait un feu de bois, vous passez le matériel à travers, il n'est pas garanti, bien évidemment. Donc, et c'est aussi de votre responsabilité si vous êtes AMO ou maître d'œuvre. Donc voilà, l'importance de la visite est primordiale pour s'imprégner des lieux, repérer les conduits, vérifier la bonne continuité de ces conduits-là et de repérer les équipements gaz éventuellement. Autre point de vigilance en rénovation, c'est le poêle VMC et poêle non étanche. La version de tirage, on a souvent la volonté de mettre une VMC parce qu'on veut un renouvellement d'air plus cohérent. Par contre, on a une cheminée à foyer ouvert ou un poêle qui n'est pas du tout étanche, vieillissant au milieu de la pièce. Alors, en hiver, pas de souci, on fait fonctionner le poêle, il y a du tirage, etc. Ça fonctionne. Par contre, en été, on a créé une extraction en cuisine, en salle de bain, au WC, donc on met en dépression le logement. Et puis, on a notre poêle au milieu, qui est un conduit qui va jusqu'en haut et qui n'est pas étanche. Du coup, on a cette possibilité d'avoir ce qu'on appelle une inversion de tirage, c'est-à-dire que la VMC, plutôt que d'aller prendre l'entrée d'air qui est au fin fond de la chambre, elle va plutôt aller prendre l'air dans le poêle. Du coup, on a de l'air extérieur qui rentre par la cheminée, qui rentre dans le logement et qui vient polluer l'air extérieur en inversion de tirage. Parce que la VMC mettant en dépression le logement, l'air va au plus simple. Si c'est plus simple d'aller chercher l'air dans le poêle, il ira chercher dans le poêle. Et du coup, on peut avoir un air un peu vicié par rapport à ça, lié à l'inversion de tirage. Donc, vigilance là-dessus. Quand on a un équipement de combustion comme ça au sein d'un logement, la mise en place d'une VMC, c'est bien, mais il faut avoir ça en tête que le vieux poêle ou la cheminée à foyer ouvert, ça ne va pas fonctionner. Enfin, ça va fonctionner, hein, mais globalement, vous aurez rapidement les murs tout jaunes, vous aurez rapidement ce genre de choses qui sont des petits facteurs pour voir que déjà, on n'a pas une bonne étanchéité à l'air du produit et surtout qu'on a peut-être une inversion de tirage en période estivale. Voilà là-dessus. Pour terminer, un petit point budget. C'est toujours intéressant d'avoir un peu des retours budgétaires. Alors, je vous ai mis en maison individuelle la mise en place d'une VMC, 1000 1500 euros hors taxe, en fonction de la typologie des percements réalisés, parce que, bien évidemment, hein, vous pouvez aller chez Castorama à 350 euros, vous partez avec une ventilation, les bouches et tout ça. Là, on est plutôt sur une installation par un professionnel et éventuellement des percements d'un étage, par exemple. Voilà, ça peut augmenter les budgets. Maintenant, un remplacement à l'identique d'un bloc VMC, c'est à 300-400 euros. Vous avez votre bloc, plus les entrées d'air, plus les bouches d'extraction. Ce qui est peut-être le plus intéressant pour vous aujourd'hui, c'est ce retour d'expérience des immeubles collectifs. Aujourd'hui, quand on a un immeuble donc post-années 80, on est en VMC. J'ai toujours ce petit ratio par appartement, c'est toujours bien, ça donne au moins des sortes de grandeur plus simples à calculer. Mais une rénovation de VMC, donc, on comprend le groupe extérieur, les réseaux en toiture, pas les réseaux verticaux, hein, mais le réseau en toiture horizontale, les bouches à l'intérieur des logements et les entrées d'air, on est à 8 à 900 euros par appartement en copropriété. Derrière, si on décline ça sur nos ventilations hybrides, basse pression ou gaz,
On est un peu sur les mêmes ratios de prix, un peu plus cher sur le gaz, mais globalement, de passer d'une ventilation naturelle à une ventilation mécanique adaptée basse pression, on est entre 1300 et 1600 euros hors taxe par appartement en copropriété. Après, ces budgets-là peuvent vraiment évoluer si on a beaucoup de soffits, donc ces fameuses traînasses blanches pour lesquelles il faut, pour raccorder une pièce qui n'est pas à côté d'un conduit shunt, c'est des choses qui sont de l'ordre de 250 euros du mètre linéaire. Donc, quand on vient cuber plusieurs mètres linéaires au sein d'une copropriété, c'est des budgets qui sont vraiment pas neutres. Donc, c'est pour ça que d'optimiser la distance entre les shunts et les pièces humides a vraiment beaucoup de sens lors de la rédaction de pièces techniques pour consulter les entreprises. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Il est 45 et je pense qu'on est bien pour les questions. Tout à fait. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, nous avons eu plusieurs questions par chat. Alors, la première, c'était: existe-t-il des appareils pour mesurer le volume d'air extrait par heure? Oui, des anémomètres. Alors, deux matériels possibles. L'anémomètre à hélice, qui est plutôt pas mal, puisque l'anémomètre à hélice a un diamètre de 10, on lui rajoute un cône dessus, et on vient se plugger sur la bouche de ventilation. Et là, on peut avoir une lecture en mètre cubeur directement, qui peut être pas mal. Sinon, on a également un anémomètre qu'on peut intégrer dans une ventilation naturelle, qui est plutôt une lecture de vitesse d'air en mètres par seconde. Et ça peut nous donner une bonne indication aussi. Et c'est plutôt ce qu'on va privilégier pour mesurer la ventilation post-travaux. Parce que vu qu'on est en basse pression, il est plus difficile de mesurer les mètres cubeurs. C'est un débit qui est vraiment cassé, qui est très faible. Et du coup, l'anémomètre à hélice a un peu ses limites. Il vaut mieux mesurer de la vitesse d'air. Et là, on va retrouver, ou même une pression en pascal. C'est encore mieux. Mais tout ça, oui, il y a tous les équipements qui sont possibles, nécessaires, et puis surtout qui sont achetés dans le commerce traditionnel. Hein. C'est des anémomètres. Voilà. Merci. Alors, il y a une question de Gaëtan Darbois, que je salue par ailleurs, qui te remercie pour tes explications et qui dit: pour pouvoir bénéficier des aides, il faut que la ventilation hybride soit également hygroréglable. Est-ce que c'est le cas? Alors, pas forcément. Elle peut être. Alors, hygroréglable, il y a deux types d'hygroréglables. Il y a le type A et le type B. C'est-à-dire, soit on a des entrées d'air autoréglables, et là on est type A, avec extraction hygroréglable, soit on a l'hygroréglable en entrée et en sortie. Et là, c'est le type B. Franchement, quand on passe d'une ventilation naturelle à une ventilation mécanisée, je vous conseille le type A, c'est-à-dire des entrées d'air autoréglables et des extractions d'air hygroréglables. On l'a fait, nous, au début, on mettait tout en hygro B, c'est-à-dire en hygroréglable de partout. On s'est aperçu que certains bâtiments, et notamment à grande hauteur, on n'arrivait pas à avoir les débits en partie basse. Les logements du bas étaient mal ventilés, on n'avait pas assez de pression. Et ça, c'était plutôt un travail avec le fournisseur. Nous, on a décidé de faire tous nos cahiers des charges en hygro A. Et je trouve que c'est un très bon compromis, puisqu'on a cette capacité d'entrée d'air qui est autoréglable et qui est assez fixe, et puis cette modulation d'hygroréglable pour l'extraction qui permet d'optimiser quand même un petit peu la performance, parce que l'objectif quand même c'est d'avoir une bonne performance, et l'hygroréglable bien sûr va être meilleur pour ça. Je pense par contre effectivement que si on mettait tout en autoréglable, les subventions seraient peut-être plus là. J'ai un petit doute. Globalement, partez pas sur de l'auto de partout, ça serait dommage, surtout si vous voulez chercher un peu de performance. L'Hygroa est un très très bon compromis, et là, c'est sûr que vous avez les aides. Je confirme par rapport aux accompagnements qu'on peut faire, nous, sur la Savoie, où effectivement, on travaille avec plusieurs maîtres d'œuvre, tous les maîtres d'œuvre présents, et tous font le choix aujourd'hui de passer en hygro A. Et effectivement, ils ont pareil, le même cheminement, commencé en hygro B, maintenant ils préconisent uniquement de l'hygro A. Et après, d'un point de vue aide, du moment après aussi qu'on arrive au fameux 35%
économie d'énergie, quelque part, le système de ventilation peut être pris en compte dans le calcul, des aides quand même, si on atteint 35. Autre question de l'APC qui conseille une VMC hygroréglable. Mais du coup, est-ce que la personne de l'APC, alors c'est Anne-Marie, est-ce que vous pouvez préciser votre question par rapport à ce qui vient d'être dit? Je ne sais pas. Ah, nous avons répondu, donc pas de problème, impeccable. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui vous viennent comme ceci? Alors, quand vous vous retrouvez avec un conduit unique dans une copropriété, construction du début du XXe, quelles sont les préconisations et les travaux à envisager? Donc, un conduit unique, c'est ça, hein? Oui. Ben là, on est typiquement, soit vous avez la possibilité de mettre une ventilation hybride avec des tourelles en partie haute de ce conduit-là, ça fonctionne bien. Vous enlevez vos bouches en partie haute, vos grilles de ventilation naturelle en partie haute, et vous les remplacez par ces fameuses bouches de ventilation hybrides. Mise en place d'entrée d'air sur l'ensemble des pièces sèches, donc sur les menuiseries. Et là, ça fonctionne très bien. Après, si vous avez des combles perdus, vous pouvez envisager de la basse pression, c'est-à-dire le conduit avec le réseau de gaine dans les combles, comme on a pu voir quelques photos, c'est possible aussi. En tout cas, une gaine maçonnée traditionnelle n'est pas un frein hein, à la rénovation, loin de là. De toute façon, en règle générale, on fait un petit passage caméra pour vérifier la bonne continuité du conduit, parce que c'est ça l'essentiel. Et même s'il est un peu fissuré, ou certains ont passé un petit câble, ou ont fait un petit trou, enfin, on a plusieurs petites choses qu'on peut trouver en copro, c'est pas très grave, la basse pression est très tolérante par rapport à ça, c'est pas comme une pression, une VMC traditionnelle en haute pression, où dès qu'on va faire un trou, on va perdre la moitié du débit. Ce n'est pas du tout le cas en basse pression, c'est vraiment adapté à la rénovation, à ces gaines maçonnées qui ne sont pas des plus clean. Donc, on n'est pas inquiet, je dirais, là-dessus par rapport à ces gaines uniques. Voilà. Par contre, il en faut bien au droit de chaque pièce vide. C'est peut-être là après le plus compliqué dans ce type de vieux bâtiment. Une question d'Arthur de Prec. Avez-vous des retours d'expérience sur les VMC décentralisés, simple flux et double flux? Alors, double flux en rénovation, c'est un mot que je n'utilise pas. Pour mes confrères du neuf, sûrement, ça doit être quelque chose de bien. Personnellement, quand on me demande une double flux en rénovation, je vais déjà demander un rendez-vous pour leur expliquer que ce n'est pas possible, ou alors qu'ils sont prêts à refaire tous leurs faux plafonds, ils sont prêts à. Enfin, voilà, ça demande une organisation qui est ingérable en copropriété, entre les embellissements de chacun, etc. Il faudrait tout reprendre. C'est juste un calvaire. C'est envisageable éventuellement pour certains bailleurs sociaux qui vont nous vider l'immeuble éventuellement en copropriété. Oubliez ce discours-là, il est quasiment infaisable. Il faut rester sur du simple flux. On l'améliore avec de l'hygroA, voire hygrobé si vraiment vous voulez de la performance, mais on ne va pas faire une double flux en copropriété, ça ne fonctionne pas. Ou alors, s'il y en a qui le font, je suis preneur pour voir, mais juste pour voir. Il faut une copropriété où tout le monde est d'accord. Aussi, oui, c'est ça. L'unanimité. Oui. Et du coup, sur les simples flux, VMC décentralisé en simple flux? Alors, c'est-à-dire à l'échelle du logement, c'est ça? Je pense que ça doit être ça. Alors, oui, alors si c'est à l'échelle du logement décentralisé, oui. Du coup, oui, mais qu'est-ce qu'on fait parce qu'on n'a pas le droit de pousser l'herbissier dans les conduits maçonnés individuellement. Ça, c'est interdit. Comme on l'a vu sur la photo, une bouche mécanisée qui pousse dans une gaine maçonnée, on n'a pas le droit. Donc, ça veut dire qu'il faut aller tuber l'ensemble des gaines maçonnées
pour avoir un tubage en inox et puis venir se piquer à chaque fois pour chaque copropriétaire. Franchement, là encore, ça mérite d'ouvrir les gaines quasiment de moitié dans chaque appartement pour passer les tubes. Ça demande des travaux intérieurs qui sont juste énormes. Là encore, il faut que tous les copropriétaires soient bien en phase. Et surtout, en face de ça, on a quand même des solutions avec l'hybride ou la basse pression qui nous permettent de limiter grandement les travaux intérieurs. Donc, la VMC traditionnelle, oui, si vous avez la possibilité de sortir directement par l'extérieur et d'avoir votre groupe individuel dans un faux plafond chez vous. Voilà. Et là, vous faites votre extraction tout seul. Vous bouchez vos ventilations naturelles si elles sont existantes. Vous laissez tout le monde tranquille. Et puis, vous faites votre extraction seul. Est-ce que vous avez l'autorisation pour sortir en façade? Pas sûr. Mais voilà. Ça se demande également en assemblée générale. Oui. Effectivement. Donc, Et en pas plus, simple. sans parler d'autorisation d'urbanisme éventuellement, puisque Exactement. on change la façade, donc c'est pas la solution la plus évidente, effectivement. Oui. Et il y a quelqu'un qui redemande si tu peux redéfinir l'hygro A de l'hygro B, s'il te plaît. Oui, hygroréglable de type A, on a des entrées d'air autoréglables et des bouches d'extraction hygroréglables. L'hygro B, on est en hygroréglable en entrée d'air, hygroréglable en extraction, en bouche d'extraction. Donc, hygro B, c'est tout hygroréglable. Hygro A, on a l'entrée en autoréglable. C'est plus clair. Merci. Il y a quelqu'un qui demande si tu as rencontré des immeubles en bâti ancien sans conduit du tout. Alors moi, oui, c'était la catastrophe. Je ne sais pas. Oui, oui, ouais, bien sûr qu'on en a rencontré. Et effectivement, c'est le début, je ne vais pas dire ce que je veux dire, mais c'est très très compliqué. Effectivement, souvent, il ne se passe pas grand-chose. En plus, on est sur très ancien, on est peut-être sur des matériaux en façade qui ne permettent pas l'isolation par l'extérieur, donc pas d'intégrer des gaines en façade, comme on a pu le voir tout à l'heure. C'est une solution aussi hein, de se dire, OK, mon immeuble, du coup, je vais l'isoler thermiquement par l'extérieur et j'en profite pour intégrer des gaines un petit peu au droit de chaque pièce humide, ou en tout cas, après, mettre des soffites éventuellement, mais j'ai cette solution-là d'aller chercher des gaines extérieures. Sur un immeuble patrimonial, peut-être ancien, etc., où la façade, à part mettre un coup de peinture, il ne va rien se passer. Oui, on va être très embêté pour faire une ventilation mécanisée. Donc des solutions, il n'y en a pas beaucoup. Après, peut-être que c'est le moment d'aller plus loin, de redéfinir une gaine technique, de redescendre des réseaux traditionnels. Mais bon, ça veut dire un passage dans chaque logement. On l'a fait, nous, sur de l'eau chaude sanitaire, par exemple. On a créé de l'eau chaude sanitaire collective dans une copro. Bon, ben, je suis content, je l'ai fait une fois dans ma vie. Je ne referai plus, quoi. Parce que là, faire des carottages de dalles toute hauteur dans tous les logements, etc., c'est bien, mais on perd un peu de santé à faire ça. C'est trop difficile. C'est trop difficile en copro. Ouais. C'est sûr. Il n'y a plus de questions, du coup j'en profite pour poser ma question. Qu'est-ce que tu réponds aux gens quand, par rapport aux exemples que tu avais tout à l'heure, il peut rester la salle de bain ou les toilettes qui ont une fenêtre et qui du coup, les gens disent on va raccorder le reste, ok, mais cette colonne de salle de bain, elles ont toutes une fenêtre, on peut bien la Oui. laisser tranquille. Oui. Qu'est-ce que tu réponds? Réglementairement, ils ont raison. Réglementairement, ils ont le droit de dire moi j'ai une fenêtre, j'ai un équipement qui me permet de ventiler ma salle de bain. Et c'était prévu comme ça au départ, c'est pour ça qu'il y a une fenêtre. Et ils ont le droit. Donc réglementairement, ils ne sont pas déconnants à garder leur fenêtre pour faire la ventilation. Par contre, on vient de mettre un équipement collectif mécanisé. Si on ne vient pas raccorder le WC, on n'a pas l'avis technique. Et si on n'a pas l'avis technique, on n'a pas les aides. Donc c'est là où c'est un petit peu difficile, c'est que d'un côté, ça fonctionne réglementairement, on a le droit d'avoir une fenêtre pour ventiler naturellement. De l'autre,
le prescripteur, en tout cas, alors le bureau d'études et aussi le fournisseur, dit ben non, moi pour avoir la vie technique, il faut que mon système soit complet. Et il faut que je ventile l'ensemble des pièces mécaniquement, j'ai mes débits, etc. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'avis technique sur mon produit. Et s'il n'y a pas d'avis technique sur le produit, tu connais la suite, Karine. C'est un peu plus difficile. Effectivement, là, sur un avis technique, il y a le produit en lui-même, mais sa mise en œuvre. C'est ça aussi qu'il faut bien avoir en tête. C'est pas, Oui. il ne suffit pas d'avoir le matériel. Non, le matériel dans sa totalité. Oui, voilà. Bien, merci. On peut avoir des petites dérogations et on l'a fait à la personne qui ne veut pas, absolument pas, etc. Ah oui, s'il y a un appartement sur 50 et on a un vieux village gaulois au milieu, ben, de toute façon, après la copropriété l'a voté. Normalement, elle est dans l'obligation de le faire. Si le syndic doit faire son job aussi après, de faire des courriers, des lettres recommandées, etc., de mettre en demeure, c'est fait, c'est pas fait, c'est les joies de la copropriété. Les joies de la copropriété, exactement. Pour être sympa. C'est ça. Et merci beaucoup, Ludovic, de nous avoir éclairé sur toutes ces questions de ventilation. Il y en aura de toute façon encore à venir et encore d'autres cas pratiques particuliers. Alors juste pour conclure, parce que à chaque fois je fais des petites blagues sur les copropriétés, on a l'impression que c'est un vrai calvaire. Oui, c'est pas simple. Oui, on est en réno. À chaque fois, on a un produit différent. À chaque fois, on a des gens différents, une approche différente. Cette ventilation, et tu l'as bien dit en intro, Karine, c'est le parent pauvre du bâtiment. Personne n'en veut, personne. On met des soffites, on fait des trous, enfin, ça n'a pas de sens pour plein de gens. Par contre, on en a besoin, c'est indispensable. Nous, aujourd'hui, dans notre cabinet, il est strictement interdit de faire une isolation thermique par l'extérieur sans avoir une ventilation mécanisée. Si ce n'est pas le cas, on se retire du projet. Il faut qu'on ait une qualité d'air intérieur meilleure, un confort d'été meilleur. C'est indispensable. Voilà. Donc, ayez bien ça en tête. La copropriété, oui, c'est particulier parce que vous avez 50 décideurs devant vous et qui ne sont pas tous d'accord. Mais globalement, c'est une belle leçon de vie. On apprend plein de choses en copropriété. C'est très sympa. Et quand les copropriétaires sont satisfaits post-rénovation, parce qu'il y a des économies d'énergie, il y a des baisses de charges, etc., c'est une belle aventure humaine aussi que la copropriété. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette conclusion, Ludovic. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Tout ce qui fait la richesse de la copropriété. Exact. Et l'intérêt de nos travaux et vraiment cette richesse moi qui me maintient tous les jours depuis longtemps. Eh bien, merci pour tout. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, il pourra être revisionné sans problème. Il sera mis à disposition dans le cadre du MOOC. Merci beaucoup. Merci à chacun et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.